à quel âge on peut diagnostiquer un enfant? Parce que j'ai entendu de tout et de rien, à partir de 2 ans, à partir de 6 ans. Alors, j'ai une mission ce matin, je me suis dit merci beaucoup, ça me rappelle. Sachez qu'il y a la PCO. Alors, je m'étais dit que j'allais noter ce que ça veut dire, mais je ne me souviens plus. La PCO, c'est... Plateforme de coordination et d'orientation. Plateforme de coordination et d'orientation, parce qu'effectivement, on doit travailler ensemble. La PCO, dans chaque département, c'est le fait de signaler un enfant qui est à risque de troubles neurodéveloppemental, donc pas que de l'autisme. Okay, et ça passe par le médecin qui fait une demande de prise en charge par la PCO et il va y avoir des bilans qui vont être financés par l'État pour pouvoir aider à poser un diagnostic. Allez-y, là, tous les profs de maternelle, début de primaire, ça va jusqu'à 7 ans révolus. Donc, à 7 ans, c'est fini. Il faut venir avant. OK? Mais c'est génial, ça n'existait pas avant. Donc, c'est trop bien. À quel âge on pose un diagnostic? Franchement, on en pose des diagnostics très tôt. Mais c'est... Enfin, soit l'enfant, il a énormément de symptômes et on galère très bien. Et effectivement, on ne prend pas trop de risques à poser un diagnostic. Il y en a certains, en fait, ils ont pas mal de caractéristiques, mais c'est compliqué pour arriver à faire comprendre qu'il y a un diagnostic, parce qu'à côté de ça, il est intelligent, il parle bien, il vous fait des raisonnements de fou. Donc, et il a des copains à l'école, parce qu'en fait, à l'école maternelle, on se court après, quoi. Donc, concrètement, on sait jouer, quoi. Hein, ça va être... Voilà. C'est un peu quand même un terroriste, hein. Il va quand même diriger les autres, et puis le vélo, c'est son tour. Mais... Voilà, dans le cadre de la maternelle, ça peut passer à peu près inaperçu, surtout s'il arrive à rester assis pendant le regroupement. Donc, on pose des diagnostics très tôt, hein, enfin je veux dire, 18 mois on fait, hein, on sait faire. Ceci étant, les critères diagnostiques, ils sont mûrs vraiment vers l'âge de 4-5 ans. D'accord, la définition diagnostique, alors d'abord elle est plus, elle est un peu genrée. C'est-à-dire qu'elle est plus sur le morphotype garçon, d'accord, et on le voit complètement vers 4-5 ans. C'est-à-dire que l'enfant, le petit autiste, on ne voit pas forcément... alors on peut voir des stéréotypies, mais on peut ne pas en voir beaucoup. Les alignements, les intérêts restreints, etc., ça se développe vraiment bien vers 4-5 ans. Entre 4 et 5 ans, c'est vraiment un temps de maturation de l'autisme. Donc du coup, on peut avoir la partie communication sociale où on voit vraiment bien les choses. Et c'est pareil pour l'hyper et l'hyporéactivité sensorielle, elle va maturer à partir de 4-5 ans, 5-6 ans. Donc du coup, on peut passer à côté de la deuxième catégorie de symptômes et on doit attendre en fait de vérifier ça. Et après, on pose des diagnostics à tous les âges, quoi. Moi, mon record, je sais plus, la dernière fois j'en avais un, c'est 86 ans. Voilà. Donc à 86 ans, je lui ai dit, moi, je ne veux pas le poser le diagnostic, quoi, c'est fait. D'accord, on ne sait plus pourquoi en fait à un moment donné, d'accord. Mais des diagnostics, on en pose à tous les âges. Et bien entendu, plus la personne est âgée, on va dire comme ça, c'est-à-dire qu'à partir de grande adolescence, et plus il va falloir que la personne soit open, en fait, soit d'accord pour poser un diagnostic et se sente en difficulté. Il y a des personnes qui ont tous les critères du diagnostic, mais ils ont un sentiment de maîtrise, ils gèrent, et du coup, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison d'avancer, quoi. Voilà. Donc, voilà. Oui. Par rapport au sexe ratio, vous disiez que les garçons, généralement, c'est vrai qu'on le voit plus chez les garçons. Est-ce qu'il y a une sous-représentation des diagnostics de filles par rapport aux diagnostics de garçons? Alors, depuis quelques années, on pose beaucoup de diagnostics de filles. Moi, dans mon cabinet, je pose énormément de diagnostics de femmes, donc de dames, de personnes qui, toute leur enfance, se sont camouflées, qui ont fait vraiment le caméléon, qui ont pris sur elles, etc., et qui arrivent complètement épuisées entre fin de l'adolescence et début d'âge adulte. Donc on diagnostique de mieux en mieux les femmes. Il y a une étude qui a montré que le diagnostic de femme était vraiment un diagnostic de fille, féminin, était un diagnostic qui était complexe et qui tenait beaucoup de l'expertise de la personne qui le pose. C'est-à-dire que pour l'instant, les critères diagnostiques, en fait, on a du mal à les fixer.
Chez le morphotype garçon, c'est plus facile, on est dans la classification, voilà. Je vous disais par exemple sur les intérêts restreints, ça peut être particulier, puis il y a aussi tout l'aspect camouflage, copain-copine, etc. C'est-à-dire que clairement le cerveau masculin et le cerveau féminin ne fonctionnent pas exactement de la même façon, et le cerveau féminin est plus tourné vers le social, de toute façon. Voilà. La prévalence. La prévalence, on tourne autour de 1% de personnes autistes, d'accord, c'est-à-dire un bébé autiste pour 100 naissances. Ça, c'est une prévalence qui augmente d'année en année. Au début, on pensait que c'était parce qu'on était très très fort pour poser des diagnostics, et on a eu effectivement des diagnostics de retard intellectuel qui ont chuté. Là, effectivement, on a les diagnostics de filles qu'on arrive à mieux faire, donc du coup, là aussi, ça augmente la prévalence. Mais effectivement, enfin, voilà, cette prévalence, elle augmente quand même sérieusement. Voilà. Et puis aussi, il y a de la génétique dans l'histoire, et quand 2 personnes autistes font des bébés, ils augmentent la prévalence, clairement. En 2016, on a considéré qu'il y avait 30 000 élèves autistes de la maternelle au lycée. J'ai essayé de chercher 2021, je n'ai pas trouvé. Et le sexe ratio, par contre, il reste stable à 3 garçons pour une fille. Voilà. Ça reste vraiment très stable. Non, mais ça fait 20 ans que c'est 3 garçons pour une fille, quoi, voire 30 ans. Donc, on est toujours sur ça. On a fait des recherches là-dessus. Bon, on passera là. Niveau de traitement de l'information, du coup... on va essayer de définir un petit peu plus le problème de traitement de l'information. Les personnes de type autistique ont un déficit de la théorie de l'esprit. Ça là. Ah, non, on ne se penche pas dans ce sens-là. Déficit de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est le fait de pouvoir imaginer qu'il se passe des choses dans votre tête qui sont différentes de celles qui sont dans ma tête. J'ai une théorie sur votre esprit. Ça va ? L'enfant classique, quand il naît, a une théorie de l'esprit qui n'est pas mature, et elle va commencer à avoir un premier degré de maturité vers 4-5 ans, où l'enfant comprend qu'il se passe des choses dans votre tête qui sont différentes de celles qui se passent dans sa tête. Et c'est à ce moment-là qu'il peut commencer à mentir. Avant ça, c'est les petits trucs rigolos du papa, maman a fait ça, mais je ne dois pas te le dire parce que c'est une surprise. D'accord ? Donc ça, on se dit, premier niveau de théorie de l'esprit, c'est pas encore acquis. Voilà. Deuxième niveau de théorie de l'esprit qui mature naturellement chez l'enfant ordinaire, c'est 8-9 ans, c'est ce qu'on appelle le faux pas. Le faux dans le sens pas vrai, d'accord ? C'est-à-dire, c'est arriver à imaginer ce que les autres pensent de moi. Arriver à imaginer ce que les autres vont penser de ce que je dis. Et c'est par exemple, vous avez un magnifique bouton sur le nez, c'est se dire, je ne vais pas lui dire parce que sinon ça lui ferait de la peine. Ça marche ? Donc c'est une information que j'ai, que je connais, que je possède dans ma tête, mais elle ne va pas sortir par ma bouche parce que je sais que ça va vous faire de la peine. D'accord ? Et là, j'ai un certain nombre de personnes autistes qui vont me dire, mais enfin pourquoi ? C'est vrai ? J'ai eu encore une conversation là dernièrement avec des dames où on parlait de l'odeur. On parlait donc du fait que voilà, chez les personnes autistes, c'est pas toujours facile d'arriver à se laver, d'arriver à trouver l'énergie de se laver, d'arriver à savoir pourquoi il faut se laver, etc. Bref, on en a un certain nombre qui ont du mal à aller se laver, qui oublient d'aller se laver, leur cerveau ne s'active pas pour ce genre de choses, etc. Bref, le problème de l'odeur, quand on ne se lave pas, c'est qu'on ne se sent pas. C'est-à-dire, moi, je ne sens pas l'odeur que j'ai. Et si mes parents me disent que je sens mauvais parce que je ne me suis pas lavée, je suis persuadée qu'ils exagèrent parce que de toute façon, ils m'éduquent et ils me disent tout le temps des trucs qui ne sont pas vrais, voilà, que les autres ne me disent pas. Et du coup, dans la conversation que j'avais avec ces jeunes femmes, j'expliquais que autant quand on est en primaire, donc les leçons sociales, on ne les fait pas de la même façon en primaire et au collège, autant quand on est en primaire, les enfants ils vont dire « Ah, tu pues, machin, voilà, pipi, je sais pas quoi », enfin bref, voilà. Donc c'est facile de savoir qu'on sent le pipi dans ces cas-là.
Okay, autant au collège, à partir du collège, parce qu'après c'est vrai pour le reste, les gens ne vont pas vous le dire. Les gens ne vont pas vous dire, tu sais, tu sens mauvais, quoi. Ils vont plutôt ne rien dire, en parler entre eux éventuellement, vous éviter. Et j'ai à chaque fois la même réaction des personnes autistes avec qui je discute qui dit mais pourquoi? Pour eux, c'est comme une trahison, quoi. C'est-à-dire, si je sens mauvais, pourquoi ils ne me le disent pas? S'ils me le disaient, au moins je le saurais et je pourrais rétablir l'équilibre. Pour eux, c'est comme une trahison, c'est-à-dire que vous avez une information que vous ne donnez pas. Ça marche? Voilà. Parce que la théorie de l'esprit, si vous voulez, avec le niveau intellectuel de la personne, peut être compensée par apprentissage pour le premier niveau. Je sais que vous avez des choses dans votre tête qui ne sont pas les mêmes choses qui sont dans ma tête. Ça va? Donc ça, premier niveau, on peut le compenser intellectuellement, par apprentissage. Mais le deuxième niveau, tout le second degré, tous les non-dits, l'implicite social, en fait, on essaye de l'enseigner, pas après pas, mais forcément, c'est long. Et puis, on n'aura jamais fait le tour, quoi. Enfin, c'est très, très long. C'est pour ça, d'ailleurs, on parlait des profils. C'est pour ça qu'il y a des profils qui sont très sous le radar, qui vont rien dire, machin. On leur dit ça va, tu aimes bien? Voilà, qui rigolent en même temps que vous et tout ça. Voilà. Parce qu'ils ont compris que s'ils font comme vous, déjà, ils ont moins de problèmes. Ça passe inaperçu. Mais il y a un certain nombre de situations où ils n'ont juste rien compris. Voilà, juste rien. Donc, cette histoire de théorie de l'esprit, c'est important parce que la personne va avoir du mal à s'ajuster à vous. Chez le petit enfant, ce que vous allez voir, c'est que vous allez avoir des enfants qui... par exemple, c'est l'histoire du comportement problématique où tu déranges la classe, etc. Mais non, je ne les dérange pas, ils continuent à travailler. Ou sinon, c'est... des fois, j'ai des jeunes, je leur dis tu fais ça en classe, là? Ah non, mais là, ça va pas être possible, hein, ça gêne toute la classe et tout ça. Mais non, Nelly, mais mon prof, il est super sympa, les élèves aussi. Ça les dérange pas, Nelly. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, personne leur a dit, ça me dérange. Je n'arrive pas à entendre le cours quand tu fais des bruitages pendant les cours, etc. Okay. Donc, sachez-le, c'est vraiment le cœur de la difficulté des personnes autistes, c'est ne pas percevoir ce qui n'est pas concret. Et donc, du coup, vous devez aider à rendre concret un peu tout, y compris les règles sociales non écrites, ce qu'on appelle les règles sociales non écrites, c'est-à-dire combien de temps on se regarde, quand on parle, de quoi on se parle, voilà. D'accord ? La vision en détail, en fait, on l'a un petit peu expliqué avec le fonctionnement du cerveau, en disant que les personnes de type autistique vont traiter les informations tout au même niveau. Donc, comme tout est au même niveau, les détails aussi. Et du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que ils vont traiter l'information en prenant tous les détails. Et nous, notre cerveau, déjà, il a déjà traité les détails, il a tout viré. On pense, en tout cas pour nous, droit à l'essentiel. Je dis on pense, et en tout cas pour nous, parce que parler un petit peu avec une personne autiste qui va vous dire mais non, mais attends, Nelly, ce détail-là, mais c'est super important. D'accord ? Et pourquoi il est super important ou pourquoi il est non essentiel ? Voilà, c'est un critère social, et puis pour l'instant, c'est un vote à la majorité. Donc, voilà, c'est juste comme ça. Donc ça m'arrive souvent, par exemple, de parler avec les personnes autistes en disant « Je comprends que pour toi, c'est important, c'est essentiel, etc. Mais il faut que tu te dises que les autres ne pensent pas de cette façon-là. Donc, chez toi, comme tu veux, et avec les autres, achète la paix, laisse tomber. » Voilà, parce que sinon, effectivement, c'est compliqué. Mais effectivement, les personnes vont avoir le sentiment de ne pas être vraies, de jouer un rôle, de ne pas pouvoir être authentique, de se sentir bridées. Et du coup, il y en a qui supportent et il y en a qui ne supportent pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu un effet cocotte-minute quand même. Voilà. Donc la vision en détail, ça va faire que la personne va focaliser sur certains détails au profit du global. Et du coup, alors par exemple, ils vont prendre ce que vous dites au pied de la lettre. Dans les exercices, ils vont avoir du mal à savoir par où commencer, savoir ce qui est le plus important.
Ils peuvent ne pas comprendre la consigne parce que vous avez changé un mot. Enfin, genre de choses comme ça, quoi. Donc, par exemple, pour tout ce qui est accompagnement des personnes sur le travail scolaire, on va vérifier qu'ils ont compris la consigne. Et ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de perception particulière, d'accord, de traitement de l'information particulier. Oui. Ah ben, la consigne, elle est très très compliquée à comprendre. Dès que vous changez un mot, en fait, la personne, elle ne sait plus. Si vous la perception en détail va faire aussi que la personne peut comprendre une chose en fonction du contexte. C'est-à-dire, dans ce contexte, elle reconnaît cette chose-là, et vous changez le contexte, elle ne reconnaît plus cette chose-là. Et donc, du coup, c'est compliqué. Donc, quand vous voyez une personne de type autistique qui ne va pas du tout dans le sens de ce que vous imaginiez, ou qui n'agit pas du tout, en fait, dites-vous que elle n'a peut-être pas compris ce qu'il fallait faire. Il faut lui poser la question. C'est, tu penses qu'il fallait faire quoi là? Montre-moi. Ou tu vas où, hein? C'est ce que je dis quand je vais dans les collèges et que j'explique aux surveillants. Je dis, si vous le voyez partir à l'envers, demandez-lui où il va, ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a certainement une super raison, mais ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas de la bonne façon, en fait. Mais la raison, elle est bonne, quoi. C'est pas qu'il veut vous embêter, c'est juste qu'il n'a pas traité l'information de la même façon que vous. C'est la même chose aussi d'ailleurs sur les consignes collectives où vous parlez et en fait, voilà, à un moment donné déjà, il peut ne pas savoir qu'on s'adressait à lui aussi, il peut ne pas avoir capté l'info parce qu'il y avait trop de bruit, etc. etc. Donc voilà, la vision en détail, ça va faire aussi, ça c'est un exemple qu'on a très fréquent, cet élève qui n'écrit pas, parce qu'en fait, il était en train de jouer avec son stylo, la maîtresse lui a confisqué le stylo, après il y a exercice et il n'écrit pas. Et la maîtresse, elle lui dit mais pourquoi tu n'écris pas Eh ben, je ne peux pas écrire, vous m'avez pris mon stylo. Ben, tu n'as qu'à utiliser ton crayon. Et en fait, non, la maîtresse, elle avait dit on ne fait pas les exercices au crayon. Alors, c'est peut-être le contraire, vous voyez ce que je veux dire, mais... Et là, la maîtresse, elle dit mais il se fout de moi, quoi. Il fait exprès, là. Ben non, il ne fait pas exprès. Il applique stricto sensus, ce que vous avez dit. Ça marche? Voilà. Donc, toutes ces initiatives et tout ça, c'est très complexe. Évidemment, ils peuvent apprendre par expérience, ils apprennent par expérience, donc ils peuvent accumuler de l'expérience, etc. Mais c'est quand même, il faut se dire quand même dans l'esprit d'une personne précise, lui dire, bon, écoute, on est d'accord, hein, donc on dit la règle, si tu n'as pas de stylo, tu peux écrire au crayon. Mais en fait, il faut se dire que la personne, elle a une tension de dingue. Quand elle fait ça, elle se dit, mais je vais me faire engueuler parce que c'est pas du tout la règle, etc., etc., etc. Voilà. Le problème d'activation des neurones miroirs. Attention, hein, vous allez sortir. Il n'y a pas un terreau à la sortie, hein, par contre, hein, mais bon. Vous allez en savoir des trucs. Hein. Alors, les neurones miroirs, ils sont là. Vous creusez, et c'est là. Les neurones miroirs, leur fonction est de faire miroir. Ça va ? Hein, on va monter en charge progressive au niveau de la théorie. Les neurones miroirs font miroir, ils font miroir à l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, si je vois, il y a eu des expériences qui ont montré ça. Si une personne ordinaire est en train de regarder quelqu'un qui est en train de faire du vélo, d'accord ? Donc on va se dire, l'aire de la vue s'active. Jusque-là, tout va bien. Mais les neurones miroirs vont s'activer aussi. Et du coup, ils vont activer les aires motrices. Ça marche ? Parce qu'ils font miroir à l'expérience. Ça va ? Les neurones miroirs, ils ont un problème d'activation chez les personnes autistes, parce que sinon ça ne serait pas marrant, hein, et sinon on n'en parlerait pas d'ailleurs. Et du coup, ça va provoquer que la personne de type autistique, elle apprend par expérience, plus que par observation. Parce que la personne ordinaire qui vous voit fonctionner, qui vous regarde en train de faire, elle va, grâce aux neurones miroirs, gagner de l'expérience. Okay ? Ça ne marche pas pour le sport, hein. Les muscles ne s'activent pas, c'est juste l'aire motrice. Hein, pour tous ceux qui font du sport devant la télé, hein, n'y croyez pas, ça ne marche pas. Mais l'aire motrice s'active et vous gagnez de l'expérience en observant les gens. La personne de type autistique, elle vous voit. C'est tout. Elle ne gagne pas en expérience. Et du coup, elle a besoin de manipuler, d'être dans l'action, pour que ça active ses aires motrices, par exemple, et qu'elle gagne en expérience. Donc, la démonstration, l'accompagnement guidé, ça, c'est quelque chose qui fait gagner de l'expérience. Les neurones miroirs, ils s'activent quand ? Ben, quand vous avez des émotions aussi.
Donc, quand vous vous mettez à pleurer, à rire, etc., la personne de type autistique va avoir du mal à être dans l'empathie. Alors, qu'on soit clair sur l'empathie. L'empathie, c'est le fait de vibrer ensemble, mais ne pas confondre vos sentiments avec mes sentiments. D'accord ? J'ai de la peine pour vous parce que moi je sais, j'ai déjà eu ce genre d'expérience ou je l'ai déjà entendu quelque part, etc. Donc ça vibre en moi. Et j'ai de la peine pour vous. Mais moi je vais bien quand même. Okay. Donc c'est difficile pour les personnes de type autistique d'avoir de l'empathie et notamment pour le prof. D'accord, hein, quand on dit c'est compliqué pour le prof hein, quand tu t'agites comme ça, etc. Il doit gérer sa classe, etc. Ben, en fait, il dit mais pourquoi ça ne dérange pas, les autres élèves ils continuent à travailler, etc. En fait, ça ne vibre pas. Ça marche ? On va faire un petit point sur l'empathie quand même. Les personnes de type autistique quand même vont percevoir l'émotion des autres. Le problème va être l'interprétation. Hein, ça c'est une difficulté. Et on a certains profils de personnes, notamment les profils féminins, qui, eux, sont victimes de ce que j'appelle de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont absorber l'émotion de l'autre, mais plus, en fait, ils vont être pris par la vague et engloutis par la vague émotionnelle de l'autre. Voilà. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas l'interprétation qui va avec, et du coup, bah, ils vont être envahis de ça, ils vont devoir le gérer. Voilà. Et certaines personnes vont utiliser ça pour essayer d'identifier qui est gentil et qui n'est pas gentil. Ils vont dire je ressens toute la colère de l'autre, etc. Comme je dis, la difficulté, c'est que même si vous êtes gentil, si vous arrivez, vous avez crevé sur la route, vous êtes en retard, etc., vous avez une vague d'émotions négatives, la personne se prend toute la vague dans la tête, et là, vous avez perdu des points. Voilà. Même si vous êtes gentil. Ça marche ? Voilà. Donc, empathie, contagion émotionnelle, c'est pas du tout la même chose. Par contre, ils ont de l'empathie. Alors, du coup, l'empathie de terrain, là, j'ai perdu mon chat, etc. Ok. Ou ma grand-mère est morte, elle était vieille, quoi. Hein, donc, voilà. Hein, fallait s'y attendre. Hein, voilà. Donc, ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, l'empathie théorique, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est-à-dire que comme ils ont toutes les informations en théorie, du genre, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui ? Allez, on y va sur les animaux, parce que c'est un grand thème qui fonctionne très très bien. Les pauvres petits chats errants qui ont froid le soir et qui n'ont pas à manger, etc. Alors là, on peut avoir des personnes autistes qui vont claquer toute leur tirelire pour donner à manger aux chats. Voilà. Avec une empathie de dingue, etc. Donc, ils sont très très concernés souvent pour au niveau de fonctionnement intellectuel par tous les thèmes de la nature, les animaux, etc. Les pauvres, ils peuvent pas, etc. Voilà. J'en ai certains quand même qui vraiment vont tomber en dépression après les COP. Je me souviens, j'ai un souvenir frappant de la COP 21, donc c'était il y a 5 ans, mais la COP 21, ou il y a plus. J'en ai un, il a fait une dépression pendant 2 ans, quoi. Hein, la Terre allait s'écrouler, le monde va plus, le GAFA, etc., etc. Voilà. Hein, et Greta Thunberg, hein, on la connaît, c'est son intérêt restreint, c'est pour ça qu'elle est à fond là-dessus. C'est pour ça que, même si elle est autiste, dans le cadre de son intérêt restreint, parce que ça c'est un truc que je ne vous ai pas dit, mais l'intérêt restreint ça donne des ailes, hein, en fait. Hein. Tout le truc, tout ce qu'on voit qui est particulier dans l'autisme, en fait, ça s'arrête devant la porte de l'intérêt restreint, c'est-à-dire que Greta Thunberg, je ne la connais pas perso, hein, mais on peut se dire que pour parler avec les gens c'est compliqué, etc. Mais si on parle de sauver la planète, alors là, elle y va, 150 000 personnes, gna gna gna, elle fait des vidéos, tout ce que vous voulez, quoi. Hein. Et après, passe-moi le sel, elle risque de ne pas le dire. Hein. Ou t'as mal quelque part. Voilà. D'accord ? Et c'est pas un problème intellectuel, c'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est un problème d'activation du cerveau. Mémoire à court terme pauvre, mémoire de données brutes. Bon, il y a tout dans le titre. Hein. Avec l'accumulation de détails, la personne va en fait accumuler un certain nombre d'informations et la difficulté, c'est de trouver le sens, en fait, c'est de trouver le lien qu'il y a entre ces différentes informations. Et du coup, la personne va avoir du mal à mémoriser parce qu'elle va être engloutis dans les infos. Et notre travail, nous, d'accompagnement, c'est de faire le tri des infos et de les regrouper par concept, par exemple, par lien logique, etc. Donc de faire ces fils
que nous, on tisse aussi. Souvent, ce que je dis, c'est on crée le tiroir, on met l'étiquette dessus, c'est-à-dire qu'il faut mettre un titre, et puis après, on peut mettre tout ce qu'on veut dans le tiroir. D'accord? Donc, par exemple, je sais pas, ça peut se faire sur le thème des émotions, ça peut se faire sur le thème des triangles, ça peut se faire sur le thème de ce que vous voulez. Si vous faites une leçon et que vous n'avez pas mis le titre, la personne, en fait, elle va accumuler des informations, elle ne va pas savoir où les mettre, en fait, pas savoir où les ranger. Alors que si vous dites, je ne sais pas, par exemple, pour les petits, on fait les catégories, parce que, par exemple, le mot vêtement, c'est peut-être un mot qu'on utilise, ou véhicule, voilà. Le mot véhicule, c'est un mot qu'on utilise à peu près jamais, quoi, hein. On ne dit pas rentre donc dans mon véhicule. C'est un truc, si vous dites ça, venez me voir, je fais des consultations. Mais on va dire va dans la voiture, on est d'accord? Donc voiture, vélo, avion, etc. Au cas où il y en a qui ont perdu l'idée, ce sont des véhicules. Ça va? Jusque-là, on suit. Et donc, du coup, on va faire des lotos avec les enfants et on va vraiment afficher le titre, les véhicules. Nous allons faire le titre, le loto des véhicules. Parce que les enfants classiques, ils vont absorber ça dans l'environnement naturel. Les enfants de type autistique, c'est un mot qu'on n'utilise jamais, c'est un mot qui n'existe pas. Et des fois, en fait, on voit des enfants qui peuvent parler, ou je l'ai plutôt vu chez des enfants, mais bon, les grands camouflent super bien. Je me souviens d'un jeune, je ne sais pas, il devait être en CM1, CM2, et un jour, on utilise le mot radiateur. Et il était bon à l'école, hein, j'ai oublié de dire, il était très bon à l'école, il est bien stimulé, tout ça. Et le mot radiateur, en fait, c'était peut-être un mot qu'on avait oublié dans la stimulation éducative. Hein. Voilà. Un mot qu'on n'avait jamais utilisé, et du coup, il s'est retrouvé en CM1, CM2 à ne pas savoir ce que c'est qu'un radiateur, quoi. Enfin, que ça s'appelait comme ça, il savait ce que c'était, mais il n'avait pas posé l'étiquette dessus. Donc, c'est à nous de travailler à regrouper les informations par concept ou lien logique, partir de la leçon d'avant pour ensuite faire la leçon suivante. On va essayer d'épurer l'information parce que sinon, la personne va se noyer. Et on va faire beaucoup de répétitions, c'est-à-dire que la personne autiste en scolarité, elle a besoin de beaucoup de répétitions à l'identique pour arriver à mémoriser, puisque la mémoire à court terme est pauvre, donc il va falloir tourner, tourner, tourner. Oui. 17 répétitions pour pouvoir acquérir. En fait, c'est une question de niveau intellectuel, d'accord? Donc, on n'en a pas trop parlé sur le niveau intellectuel des personnes. L'autisme et le niveau intellectuel sont deux choses qui sont différentes et en même temps qui se ressemblent, puisqu'il s'agit du fonctionnement du cerveau, on est d'accord? Et comme la personne de type autistique, elle va avoir une perception qui n'est pas intuitive de son environnement, elle va être engloutie par les informations, d'accord? Elle va devoir apprendre par expérience aussi, apprendre par cœur un petit peu toute sa vie. Donc vous comprenez que le niveau intellectuel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer sur le pronostic de la personne. C'est-à-dire que plus elle est intelligente, c'est-à-dire elle a des capacités de stockage, on va dire comme ça, et de mise en lien logique, etc., et de rapidité du fonctionnement, et plus elle va pouvoir engloutir un grand nombre d'informations. Et plus elle est intelligente, etc., et moins elle aura besoin d'un nombre important de répétitions. Voilà. Par contre, clairement, même si la personne est très intelligente, si vous n'avez pas fait une leçon claire, elle ne va pas savoir comment l'enregistrer. Voilà. Qu'on soit au clair. Hein. Donc c'est à nous de faire le tri de l'information, ce qui est important, ce qui n'est pas important, quel est le lien logique, etc. La répétition, il faut vraiment la faire à l'identique. Ce que j'explique souvent aux gens, c'est la connaissance, c'est comme un chemin. Donc au début, c'est un petit chemin de campagne. Et du coup, il est tout petit et il peut s'effacer très vite. Et plus vous passez dessus, et plus vous renforcez votre chemin, et à la fin, ça devient une grosse autoroute. Et du coup, en fait, ça va vite pour traiter cette information-là. Hein. Oui. Alors, la question, elle est sur l'utilisation des cartes mentales. En fait, chacun son style. Il y en a certains où ça leur parle, les cartes mentales, d'autres, ça ne leur parle pas. Le problème de la carte mentale, c'est que c'est quand même un gros résumé. Hein. Donc, il y en a certains, ça va être un support de répétition. Et donc, on va faire la carte mentale avec eux et puis ils vont pouvoir retrouver le contenu derrière chaque mot, chaque image qu'on va mettre dans la carte mentale. Il y en a d'autres, ça ne leur correspond pas et on va s'y prendre autrement. On va faire...
Le support visuel, il est vraiment premier dans tout chez les personnes de type autistique, et ça marche aussi bien, très très bien avec les autres élèves, donc vous pouvez généraliser ça. Donc du coup, moi j'avoue que, par exemple, vous parliez des collégiens, je vais souvent dire aux parents, regardez des vidéos sur le sujet de la leçon, et ça va faire une espèce de base de données, et du coup, tout ce que vous dites, ça va pouvoir être illustré par ce qu'il y a vu dans la vidéo. Et vous pouvez aussi étudier cette vidéo, hein, c'est-à-dire remettre le vocabulaire en place. Donc on regarde une première fois l'histoire, la vidéo, et puis après on regarde une deuxième fois la vidéo, et là on la découpe, on va coller les étiquettes au bon endroit, et du coup la connaissance va prendre sens. Voilà. Et après, vous allez pouvoir... donc là, vous avez fait votre tiroir, vous avez fait votre étiquette, et puis après, du coup, vous allez pouvoir encore charger votre tiroir si vous le souhaitez. Voilà. Oui, il faut fort, là. Hein. Le problème de la planification, oui. Effectivement, en fait, le problème de tous ces détails, c'est que la personne, elle est envahie par toute l'information, et ça va faire un problème de hiérarchie dans les informations et un problème de planification et d'organisation. Pour vous donner une idée, en ce moment, dans mes suivis d'adultes, je leur dis de mettre en place des emplois du temps. Parce que, en fait, c'est surprenant de voir que les personnes autistes aiment autant l'ordre. Enfin, ils aiment beaucoup l'ordre et les règles quand c'est vous qui les pratiquez, en vrai. Parce que du coup, l'info, elle est claire. Okay. Mais quand eux, ils ne respectent pas la règle, ils s'en foutent parce qu'eux, ils savaient qu'ils n'allaient pas respecter la règle, donc ce n'est pas une surprise. Et puis de toute façon, ils sont comme tout le monde, quand ils ne respectent pas la règle, ils se disent qu'ils ne la respectent pas parce qu'en fait, ils savent très bien que ça ne va pas poser de conséquences. Okay. Donc, mais si vous ne respectez pas la règle, alors là, ça ne va pas parce que ce n'est pas dans le contrat. Vous êtes trop surprenant et la personne va devoir gérer ce changement, en fait. Mais par contre, ils ont vraiment des difficultés d'organisation, de planification. En fait, ils ont du mal à se projeter, ils sont vraiment dans ici et maintenant. Quand on parle, par exemple, oui, j'en profite, quand on parle d'avenir, quand on parle de post-brevet, de post-bac, etc., ça, c'est quelque chose qui, sur un plan émotionnel, peut faire vraiment... on peut perdre les personnes là-dessus, sur un plan psychologique. Et il faut vraiment soutenir les personnes dans leur choix, voire même en prendre la responsabilité. Faire un choix, c'est très difficile. Ils ont déjà du mal à savoir c'est entre yaourt, à la fraise et à la vanille. Donc, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, dans 50 ans Voilà, ça c'est très très compliqué. Donc, du coup, on travaille à prendre un peu la responsabilité du choix. Donc, la planification, c'est très compliqué. Mais par contre, en fait, c'est là où l'éducation structurée, les outils qu'on met en place, avec des plans de cours, avec des façons de faire les exercices, etc., ça aide la personne, en fait, à s'habituer à une certaine organisation et à pouvoir la reproduire après, plus tard. Et franchement, ça fonctionne. Hein. Moi, je le vois chez les enfants qu'on accompagne, ça devient des grands qui sont assez organisés quand même. Tac, tac. Et le problème d'encodage des sons. Super bon. Le problème d'encodage des sons, on va voir par exemple quand vous avez un enfant autiste qui parle de façon un peu mâchouillée, hein, quand il mâchouille et on ne comprend pas tout ce qu'il dit, dites-vous qu'il est possible que c'est comme ça qu'il entend. C'est-à-dire qu'en fait, les sons sont mâchouillés aussi dans sa tête. C'est un peu le côté... Alors, pour vous, parce que je vois les yeux là, pour vous, en fait, il faut se dire que c'est une histoire de traitement de l'information encore. C'est-à-dire que le son est mâchouillé parce que la bande son, elle est perturbée par tous les autres sons environnants, en fait. Et puis, avec une vision en détail et précise, parce qu'ils sont très précis du coup, la personne peut avoir du mal à se dire que, par exemple, O et O, c'est le même son. Hein, rose et... il y a encore quoi avec un O voilà. Donc, tu bosses et tu es en rose. Ben, en fait, c'est le même O. Il s'écrit pareil en tout cas, mais franchement, il n'a aucun rapport l'un avec l'autre, hein, on est d'accord. Et donc du coup, on a des difficultés d'apprentissage du langage, comme ça, chez les petits, parce qu'en fait, ils ne reconnaissent pas que c'est le même mot. C'est pour ça qu'on fait des cartes avec des images et qu'on met le même mot toujours sur la même carte. C'est pour qu'à un moment donné, ils puissent repérer que c'était bien le même mot.
Sur le repérage des sons, on travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec les gestes de Borel-Mézoni, mais vous pouvez utiliser la DNP aussi. L'idée, c'est concrétiser un son, en fait. Les gestes de Borel-Mézoni, c'est on concrétise un son par un geste, et du coup, en fait, on peut aider l'enfant à repérer que c'était le même son, parce qu'en fait, c'est le même geste. D'accord ? Et du coup, on va faire un travail, ce problème d'identification des sons, ça va provoquer une différence d'approche sur la lecture, puisqu'en fait, chez l'enfant classique, on va faire une lecture qui part de l'analyse du son jusqu'à l'écrit, on va dire. Hein. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends O dans rose, etc. Est-ce que tu entends A dans banane? Alors déjà, rien que la consigne, je ne vous raconte même pas, 3 ans pour arriver à l'apprendre. Mais en plus, en fait, comme les sons ne sont pas prononcés de la même façon, etc., la personne, en fait, elle peut se perdre, et c'est très compliqué. On a des enfants qui finissent par y arriver, mais en fait, on fait prononcer le mot par quelqu'un d'autre qu'eux. Puisqu'en fait, voilà... Ils ont besoin de l'entendre. Et du coup, en fait, dans l'approche de la lecture, on va plutôt faire une approche en partant de l'écrit. C'est-à-dire, telle lettre se prononce de cette façon-là. D'accord ? Donc, on va faire une méthode syllabique, toute simple, à l'ancienne. Ça fonctionne bien. Et en fait, à partir du moment où on va faire m, a, m, etc., après, on va pouvoir travailler sur l'écoute du son. C'est-à-dire qu'on va dire écrit, ba, na, ne. Et du coup, il doit écouter les sons, mais parce qu'en fait, il sait que le B se prononce b, etc., etc. D'accord ? Donc, on est vraiment sur une approche inverse. Et du coup, ça, c'est important à savoir pour les profs de maternelle, et pour le faire, et pour ne pas cataloguer l'enfant en disant il ne fait pas de la phono, donc du coup, le contraire, c'est la lecture qui va lui permettre de faire de la phono. J'ai vu des enfants, chez qui on a enseigné la lecture très très tôt, pour les aider à apprendre à parler, en fait. Parce qu'en fait, il y avait ce problème de confusion de son et ça ne déclenchait pas. D'accord ? Voilà. Donc, on va s'adapter aux caractéristiques de la personne. Alors, il est 10h30. Attention, prêt. Regardez votre montre. Dans 15 minutes, vous êtes à nouveau assis ici. Et entre-temps, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais je ne veux pas tout savoir.